Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis donc Josué Cordova, je travaille chez Gestiform et nous sommes avec... Thibaut Gavin. Et nous avons le plaisir d'accueillir... Francisco da Cruz Souza Martins. Bienvenue. Nous avons fait récemment une vidéo avec Thibaut. Thibaut qui nous a parlé de sa passion pour un jeu très spécifique. Thibaut? C'était Warhammer et son importance dans la création de compétences pour les adultes. Très bien, exactement. Et du coup, dans la même vague, nous avons eu le plaisir de rencontrer Francisco. Francisco, parle-nous un peu de ta venue. Pourquoi es-tu ici? Je crois que c'est pour parler d'ateliers de jeux de société, ce que j'ai pratiqué et continue de pratiquer avec grand plaisir, comme moyen d'aller former à des notions de sociologie appliquée, de psychologie et de tout un tas de choses utiles au travail, puisque c'est des ateliers de team building formatif professionnel. Pour mieux comprendre un peu ton parcours, je crois que la construction est en rapport un peu avec toi. Tu es urbaniste, non? Oui, tout à fait. Alors déjà depuis le début, j'ai commencé par un bachelor en sociologie, sciences sociales à l'université de Lausanne, et j'ai enchaîné sur un master en urbanisme, faculté de géographie et de géosciences, et je suis maintenant urbaniste, ce qui m'amène à planifier, à faire tout un tas de choses, à jouer à SimCity mais en vrai. Absolument. Ce qui est un peu moins drôle parce qu'il y a beaucoup de réglementations, de choses moins funky que tout un tas de petits bonhommes à faire aller dans une direction et puis d'un coup on change d'avis et puis finalement on peut parce que c'est virtuel. Mais le jeu de société, puis la manière dont on se sert du jeu de société dans les ateliers de formation, finalement, c'est à la fois en lien avec la sociologie et l'urbanisme, puisque, comme dirait Goffman, je me sers du jeu de société pour créer un théâtre, une scène, un environnement à l'intérieur duquel on va vivre des expériences, des interactions. Et puis ces interactions doivent nous permettre de mieux comprendre certaines notions qu'on a envie d'aller aborder, découvrir, explorer. Et l'urbaniste, il fait aussi un petit peu ça, il crée des environnements bâtis, il crée des manières d'aller s'approprier la ville qui parfois marchent bien, parfois marchent moins bien, et puis on essaye de se corriger. Il y a une règle du jeu et on est censé la suivre et s'amuser avec. C'est un peu ça. Et puis on est parfaitement conscient qu'elle sera respectée que de manière partielle, puisque le principe même de la ville, c'est la concentration des personnes sur un même territoire et qu'à un moment donné, ils vont forcément s'approprier ce que tu auras mis en place pour eux. Comment est-ce que tu as pensé en premier à mener dans la formation les jeux de société? Alors je pense qu'au début, ça s'est pas fait de manière super planifiée, ce qui est étrange pour un planificateur de métier. mais simplement, j'ai commencé à découvrir les jeux de société, à réaliser que c'était un peu plus large et surtout plus renouvelé que ce que j'avais pu connaître par le passé, Monopoly notamment. Et puis il se trouve qu'il y a un bar à l'université de Lausanne qui s'appelle le Zelig, qui est blindé de jeux de société et de gens qui aiment bien ça de temps en temps. J'ai un peu remis le pied à l'estrier à l'occasion d'une soirée jeu. Et puis j'ai commencé à m'intéresser à ça parce que j'avais identifié au moment de jouer qu'en fait, certains jeux allaient vraiment chercher des choses à la fois ludiques et intéressantes. Alors que dans le même temps, je sortais parfois d'auditoires avec des cours ex cathedra où on amenait des notions très intéressantes, mais tellement pas ludiques. Ah ouais, absolument. Ah, puis tu te souviens à peu près de quel jeu tu jouais là-bas? Alors, je crois qu'il y avait une partie Ticket to Ride, et puis des choses de ce type-là, donc assez des jeux qu'on dit getaway, familiaux, faciles d'accès. D'accord, ouais, donc tu me parles de catégorie de jeux. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Alors en plus, je les utilise beaucoup dans le cadre de Ouais, justement, ouais. la conception et des ateliers, puisqu'en fait, il en existe tellement aujourd'hui des jeux, je crois qu'il y en a plus de 1000 par année qui sortent, que maintenant on a aussi des metadata, des données d'analyse, de big data sur le jeu, notamment un site qui s'appelle Board Game Geek. Et puis, il recense une quantité de jeux tout à fait délirante, avec également des notations données par les joueurs. Ça permet, de structurer la quantité de jeux en fonction de la mécanique qui nous plaît bien. On arrive à trouver d'autres jeux qui nous plaisent bien aussi, en fonction de la thématique. Et puis, ça permet aussi de voir, ok, moi, ce jeu-là, je l'adore, mais en fait, il n'est pas si bien noté par la communauté internationale. Donc, en fait, c'est un jeu de niche qui parle à quelque chose qui me plaît moi. Et puis par contre, il y a ce jeu-là que j'adore aussi, mais qui en plus a l'air d'être un succès international absolument évident. Et là, c'est un très bon indicateur pour qui a envie de monter des ateliers ou de proposer une expérience grand public, puisqu'on se dit, ok, là, il y a quelque chose dans ce jeu qui a fait la preuve de son efficacité sur tout type de public. Puis on voit que ça rencontre un certain public parce qu'on voit de plus en plus de magasins qui parfois sont entièrement dédiés à ce genre de jeu. Et on voit que ils sont souvent remplis,
on voit qu'ils tournent bien. Moi, je pense à la Maison d'Ailleurs, par exemple, à Yverdon, à la War Taverne ou Xénomorphe, ici à Lausanne. On voit que c'est des magasins qui tournent en général relativement bien et qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Ouais. Et même, ils sont parfois spécialisés dans certaines niches de jeux. Oui. Et le fait que ça existe montre aussi que le marché du jeu de société et des jeux en général a énormément grandi en très très peu de temps et continue d'ailleurs, il a une croissance assez impressionnante. Dans ces jeux de niche qu'on évoquait dans le dernier podcast que nous avons fait, et Thibaut est un spécialisé. On va revenir là-dessus, sur le jeu de rôle, par rapport à la formation. On va essayer de vous mettre un peu en relation pour imaginer comment ces deux genres peuvent être mis en pratique en formation. Et je propose que Francisco, tu nous dises un peu comment serait un atelier type, comment tu amènes ça envers les patrons par exemple. Enfin, moi j'ai les choses que j'aime bien faire, la conception, le fait d'utiliser du ludique et de l'informatif et de réussir à mêler ça pour rendre les savoirs plus accessibles, plus intéressants et plus fluides, moins abrupts à intégrer, à digérer. Mais après il y a la réalité du marché, la réalité du fait que si on veut proposer une prestation à quelqu'un, il faut savoir de quoi il a besoin ce quelqu'un. Et pour l'instant, l'essentiel de ce qu'on a identifié et pratiqué, c'est surtout des questions des thématiques de communication interpersonnelle, des thématiques de résolution du conflit entre team building et formation. D'accord, ouais. On a d'un côté ce qui est team building, qui est souvent des activités offertes aux collaborateurs, mais qui sont soit complètement du loisir et puis qui n'ont pas d'utilité pour l'employeur, et c'est du temps pris sur le temps de l'employé qui pourrait tout à fait faire sa sortie avec ses amis à l'extérieur. Ou alors on a des choses qui sont de la formation déguisée, un peu passée au forceps, et souvent c'est encore plus étrange. Là, c'est de réussir à mêler ça de manière agréable, de faire en sorte qu'on fasse un pas de décalage, qu'on soit en activité semi-professionnelle, où on traite des choses utiles au monde professionnel, mais dans un environnement qui soit aussi utile à la maison ou avec les amis, parce que le jeu que tu vas découvrir en atelier professionnel, dont tu as compris qu'il dit des choses intéressantes, tu peux aussi ensuite le faire découvrir à la famille, aux copains. C'est un peu ça ce qu'on peut faire avec des jeux, puis avec des éléments de prévention, de formation. On met les gens dans des situations qui peuvent être semblables, puis on les fait coopérer sur des jeux de coopération, notamment. Puis ensuite, par exemple, on introduit une série de jeux où premier jeu, il est complètement coopératif, deuxième jeu, on introduit le fait qu'il y a un traître à l'intérieur, on ne sait pas qui. Ou alors on introduit une contrainte comme de l'asymétrie d'information forte. Autrement dit, personne n'a suffisamment d'informations pour réussir la mission, mais il y en a certains qui ont plus d'informations, qui sont plus critiques que les autres, et il faut que le groupe réussisse à comprendre qu'en fait, c'est leurs informations qui doivent primer sur les leurs. Enfin, c'est celles des gens qui ont l'information critique qui doivent primer sur les autres informations, parce que là aussi on réalise d'autres choses, comme notamment la manière dont sont évalués les employés, les gens autour d'un jeu, ou autour de l'école, tout simplement. On est habitué à avoir des systèmes d'évaluation qui sont à la personne, c'est faux ou c'est juste, et puis c'est toi que je vais évaluer, alors que dans le monde du travail et dans le monde de délivrer de la valeur et du service, en général, on s'en fout un peu de qui a mis quel détail, et ce qu'on veut, c'est qu'à la fin tout marche bien et puis que ça fonctionne. Sauf Exactement, ouais. que les gens, ils vont très vite se mettre sur la défensive, ou ils vont très vite chercher à protéger leur propre valorisation, leur propre apport, et essayer de démontrer le fait que c'est eux qui ont mis le petit rouage qui est vraiment important pour sécuriser leur propre place dans le système. Oui, ça permet du coup à certaines personnes qui se donnent peut-être trop d'importance par rapport à l'entreprise de se mettre de côté au bénéfice du groupe. Hein. Ça peut être ça, et ça peut être des gens qui par ego, par conviction d'être les meilleurs, effectivement, ont tendance à déborder un peu sur les autres, de façon parfois indue, de façon parfois due, parce que dans certains cas, effectivement, certaines compétences à certains moments donnés sont plus critiques que d'autres. Typiquement, je suis aussi pompier volontaire. Et puis, il y a des moments dans lesquels on sait très bien que, ok, il faut quelqu'un qui est un grimpiste, et si tu n'es pas grimpiste, tu te mets en retrait, ou tu te mets en service. Tu deviens servant de. Je vois totalement ce que tu veux dire, parce que j'ai aussi été pompier bénévole, et c'est vrai que quand tu fais partie du DAP, dès que tu vois une situation qui change ou qui devient un peu trop critique par rapport à tes capacités, tout de suite retrait, ok, il faut envoyer ceux qui ont les meilleures compétences, et c'est quelque chose que tu remarques très vite dans certaines entreprises qui ne se fait pas justement, par, comme tu l'as dit, des questions d'ego. Alors d'ego et puis aussi de crainte, parce que dans un environnement d'entreprise où on met quelqu'un d'autre que soi en valeur, alors qu'on est évalué à la fin de l'année de manière individuelle, si tu as passé ton temps de travail à mettre en valeur le travail des autres ou un travail commun sans mettre en évidence
Le fait que toi, tu as été indispensable à cette valeur, tu as peur de te faire virer ou tu as peur de ne pas progresser autant que les voisins. Et c'est des peurs qui sont légitimes, qu'il faut pouvoir entendre. Par contre, c'est très clairement des peurs qui, quand elles deviennent systémiques dans une entreprise, ça pourrit la productivité et ça devient des sources d'ennui pour tout le monde. Mais là, c'est un problème qui vient plus de la forme d'évaluation que forcément de la crainte, à proprement parler. Et puis des règles du jeu. Comment est-ce que dans le management, on va cadrer, accompagner, évaluer le travail ? Est-ce qu'on évalue le travail ou le travailleur ? À quel moment on évalue le travailleur ou à quel moment on évalue le travail ? Et puis avec quels critères ? Est-ce que c'est des critères que tout le monde comprend et maîtrise un minimum ou c'est des choses qui sont tellement obscures que toi, en bout de chaîne, tu as un peu l'impression qu'il s'est passé un lancer de dés, ou c'est le hasard qui a choisi et puis l'humeur de ton N+1, de ton responsable, parce que ce matin-là, il avait mangé un petit déjeuner qui lui est resté sur l'estomac et c'est toi qui l'as vu juste après. En quoi, finalement, un jeu de société, tu trouves que c'est plus parlant plutôt qu'une solution de facilitation classique ? Alors déjà, l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Il peut y avoir de la facilitation par le jeu de société. Ensuite, on a le fait que si on regarde comment fonctionnent les facilitations, techniquement parlant, très souvent, en fait, c'est pas très loin d'un jeu de rôle. On met les gens dans des situations, on leur demande d'imaginer des choses qui ne sont pas là, dans le fait de pouvoir ensuite réussir à faire du lien avec des choses qu'on a vécues et qu'on sait problématiques ou qu'on arrivera à mieux anticiper la prochaine fois que ça va se présenter. Et puis on le fait avec des manières qui permettent à tout le monde de s'exprimer le plus librement possible. Et du coup, sur tout ce qui était aussi le cadre de la facilitation, finalement c'est assez proche du cadre du jeu. Donc pour moi, ça fait... Il n'y a pas de signe égal barré en maths, on dirait. Oui, tout à fait. D'impossibilité logique, et même en général, c'est plutôt tellement fluide la frontière entre les deux que c'est juste une question de comment est-ce qu'on va présenter la chose pour qu'au début elle soit bien reçue, qu'on puisse faire le premier pas, et une fois qu'on est dedans, au final, on fait des choses qui sont pratiquement les mêmes. Donc ouais, c'est pas forcément, malgré tout ce qu'on peut dire de bien sur cet atelier, ça peut des fois ne pas marcher, juste par défaut de scepticisme de certains. Tout à fait, mais après, là où il faut un petit peu remettre l'humain au centre, c'est que moi, j'aime concevoir ces ateliers, j'aime les animer, mais mon rôle, c'est surtout d'écouter un besoin en face. Et puis, si je suis pas la bonne personne pour répondre à ce besoin, ou si je peux y répondre, mais avec un autre type de solution, on va discuter d'autres types de solutions, où je vais renvoyer sur un collègue que je connais dans la place qui travaille spécifiquement avec de la gestion de crise ou des choses qui vont être utiles à la personne que j'ai en face de moi. Et est-ce que dans certains cas, toi, tu utilises des sources, des études qui ont été faites sur l'utilisation justement du jeu dans ce cas, justement, pour essayer de convaincre ? Ouais. Alors, on peut utiliser un certain nombre d'études, mais pas forcément de l'utilisation du jeu pour convaincre. Parce qu'on a des études sur, par exemple, les biais cognitifs, sur la manière dont l'influence fonctionne, sur la manière dont... En sciences de la gestion d'entreprise, on a maintenant un certain nombre de statistiques sur les choses qui marchent mal et les choses qui marchent mieux. Et c'est vraiment une science, du coup. La science de la gestion de l'entreprise, qui est souvent très peu connue et comprise, et même parfois considérée par les gens qui sont justement des gestionnaires d'entreprise. Mais là, on a de la donnée qui permettent d'apporter des éclairages un petit peu nouveaux, un petit peu différents sur des problèmes d'entreprise. Pour quelqu'un qui serait par exemple plus sensible à des arguments, on va dire... factuels ou justement des études qui indiquent que certaines choses fonctionnent par rapport au jeu, justement. Moi, je me souviens de certaines études qui indiquaient que, effectivement, en général, l'être humain retient plus, par exemple, d'informations si c'est fait par le biais du jeu. Pour l'enseignement, c'est une chose. Par contre, pour la gestion de crise ou de conflit, ce sera un contexte un petit peu différent. Mais c'est vrai que pour l'enseignement ou pour l'apprentissage de manière générale, on a notamment la notion de flow. En psychologie, le domaine s'appelle maintenant la psychologie positive, mais c'est beaucoup plus large. Et puis c'est notamment Mihaly Csikszentmihalyi qui a beaucoup travaillé sur cette notion, un psychologue hongrois, je crois. Et puis il développe énormément ce qui caractérise cet état dans lequel on a notre meilleure capacité d'apprentissage et de présence à l'instant. C'est d'ailleurs un état que cherchent à maximiser absolument tous les marketeurs, parce que c'est l'état dans lequel tu es le plus réceptif au message et que tu le retiens le mieux. C'est aussi l'état que maximisent les réseaux sociaux. Ils sont conçus pour optimiser tout ça, pour réduire toute forme de barrière dans ton esprit, et puis pour te donner envie de continuer à être dedans, être dans l'écosystème, et puis à aller explorer et cumuler de la donnée. Et les jeux, de manière générale, aussi. Les jeux vidéo les plus addictifs, comme on pourrait dire,
c'est parce que précisément, ils ont maîtrisé l'art de plaire au cerveau, de plaire à... Et oui, si on arrive à faire le lien entre ces mécaniques qu'on connaît de mieux en mieux d'un point de vue et scientifique et d'un point de vue étude de marché, où on a le retour d'expérience de bah oui, là ça a marché sur des publics très larges et très variés, là moins, et qu'on arrive à l'intégrer dans ce qu'on appellerait de la neuropédagogie ou de la pédagogie informée par les sciences comportementales. Très clairement, on a des choses intéressantes à faire, et les écoles, sauf erreur, sont déjà un peu engagées dans la question, où ils cherchent à amener les savoirs nécessaires selon le programme d'une manière la plus compatible avec le fonctionnement du cerveau et la manière d'intéresser le cerveau, d'attiser la petite flamme pour faire en sorte qu'on ne développe pas seulement la connaissance acquise, mais la connaissance, l'appétit de la connaissance, l'appétence, pour créer de l'autonomie dans l'apprentissage. Très bien, alors moi je trouve ça très intéressant et j'aimerais aussi savoir par rapport à ces ateliers que tu as déjà donnés, si tu as déjà eu des retours par rapport à la participation des gens, si les gens ils sont plutôt satisfaits ou pas, si les patrons surtout sont satisfaits. J'ai eu l'occasion de donner des ateliers, notamment dans des centres de vie de la petite enfance, sollicités par une direction, qui participait donc aux ateliers avec ses équipes. Et puis effectivement, j'ai eu plutôt des très bons retours, et puis notamment les 2 fois où j'ai fait des ateliers pour des centres de vie de la petite enfance, CVE. Centre de vie enfantine. Centre de vie enfantine, ouais. Et effectivement, à ces 2 occasions, j'avais des publics très variés, puisqu'il y avait à la fois les cadres, la direction, les animateurs, des différentes classes d'âge, le personnel de cuisine, le personnel de ménage. On avait vraiment une assez grande variété en termes d'âge, de bagages culturels et puis de tout. Et puis il y avait aussi à chaque fois une personne qui est d'emblée assez extravertie, me déclarait « Moi j'aime pas les jeux de société. Je vous aime bien, vous avez l'air très gentil, mais moi j'aime pas les jeux de société. » Et ça c'est très chouette, parce qu'à la fin de l'atelier, c'est presque tout le temps la personne qui était surprise que ça se termine et qui se disait « Ah mais en fait c'était chouette. » Ouais. D'ailleurs, je suis assez étonné, dans un CVE, quelqu'un qui passe sa journée à jouer avec les enfants, finalement, n'aime pas les jeux. Alors, je ne peux pas parler pour la personne en question, oui. Mais j'ai l'impression qu'il y avait même un lien en fait assez direct. C'est que quelqu'un qui apporte un tel soin au care, à l'attention à l'autre, à l'interaction sociale, elle n'a pas forcément tout ce qui est une médiation, tout ce qui est quelque chose entre moi et l'autre. Possiblement, ça réduit son talent premier, qui est celui d'être en lien, d'être en contact. Et puis le jeu de société, probablement qu'il était un peu perçu comme ça, parce que, il faut en apprendre les règles, le mettre en place, le jouer, respecter un certain nombre de codes, et puis il y a une lourdeur qui limite un peu la chaleur humaine qu'on peut dégager. Et puis sans doute que ces personnes-là avaient eu des expériences malheureuses avec un Monopoly ou d'autres jeux. Possible, ouais. Un peu traumatisant, qui nous ont tous traumatisés. C'est ça. Par rapport à ce que tu viens de dire, en tout cas, je suis très réceptif. Moi, je vois totalement ce que tu veux dire, justement. Avec aussi cette personne qui dit, en général, j'aime pas les jeux de société. J'ai aussi rencontré ce genre de personne, et en général, c'est le premier qui va dire, bon, c'est quand la prochaine fois qu'on fait une partie? Puis sinon, toi, tu verrais quoi comme, par exemple, jeu de rôle, ou pour faciliter un peu l'apprentissage? Parce que, par exemple, moi, je fais du Donjons et Dragons, mais toi, tu verrais plutôt quoi comme jeu de société pour ça? Comme jeu de rôle? Pour aider justement cette facilitation de communication, surtout si tu as quelqu'un qui est un peu plus réservé. Pour le coup, moi j'ai pas mal utilisé, c'est des jeux de type d'improvisation théâtrale, et on peut aussi les passer à travers un jeu de société qui touche un petit peu à ces choses-là, ou des mises en situation. Et là, ça peut être une manière d'explorer, la mise en aisance avec la communication et l'oralité des différentes personnes entre elles, la mise en aisance aussi avec la corporalité, puisque souvent, là on est assis, on bouge peu, alors qu'on a des mains, on a du langage corporel, et en fait c'est quand on arrive à tout aligner qu'on a un sentiment de congruence, d'évidence et aussi d'aisance à s'exprimer, puisqu'on sera compris d'une manière ou d'une autre, soit par les mots, soit par les gestes, soit par l'intonation, mais il y a quelque chose qui fait qu'on sera compris si on arrive à tout communiquer de manière adéquate. Et dans les jeux de rôle, on a aussi beaucoup de ça, où quand d'un coup il y a une traîtrise, où on sent un moment de tension, l'intonation, la manière dont on déplace, dont on se tend une carte ou quelque chose, il y a quelque chose de l'ordre de la corporalité qui communique énormément de « ok, là on est dans un moment de tension ou pas ».
Alors, moi, j'aimerais, avant de conclure, passer sur la transition. On n'a pas évoqué, ou peu, juste à la fin, le jeu vidéo. Est-ce que toi, tu y as déjà songé pour les formations ou pas du tout? Complètement, j'adorerais d'ailleurs. Et puis, Ouais. même, j'ai eu l'occasion de travailler à l'EPFL un petit moment, Mhm. où j'ai notamment rencontré Claudio Leonardi, qui est l'une des personnes qui a travaillé sur le simulateur de vol du Solar Impulse. Ah oui, absolument. Ouais. Et une partie du simulateur, notamment dans les débuts, était basée sur un jeu vidéo, lui-même basé sur une thèse. Oui, c'est Il vrai. y a des simulateurs de vol professionnels, alors c'est pas forcément les mêmes jeux qu'on peut acheter pour Monsieur, Madame, tout le monde, qui sont réellement utilisés par les entreprises qui forment les pilotes de ligne. Mais c'est vrai que déjà, le tout public simulateur de Microsoft est plus que bluffant, je dirais. Puis beaucoup de jeux de gestion aussi qu'on retrouve. Mhm. Tu dois carrément gérer une entreprise dans le jeu Ouais. avec beaucoup de données que tu retrouves aujourd'hui dans n'importe quelle entreprise en fait. Mhm. Puis ces simulateurs deviennent tellement, tellement spécifiques et tellement pertinents. De plus en plus, on se retrouve avec des entreprises qui les utilisent soit comme base pour former, soit comme base pour recruter. Voilà, alors moi j'aime bien conclure un peu en humour. Est-ce que tu as des anecdotes croustillantes par rapport aux formations que tu as fait, que tu as pu donner? Il y a eu un groupe qui s'est particulièrement pris d'affection pour un jeu que j'ai amené, sauf qu'il s'est pris d'affection pour la variante plus 18 ans. Ah oui. Et c'est un jeu qui est très intéressant et très utile parce qu'il permet d'amener des notions c'est top 10, si jamais pour la Ouais. référence. Et c'est un jeu qui permet vraiment de comprendre les implicites de la communication et comment est-ce qu'on arrive à s'aligner sur des ordres de grandeur. Est-ce que mon imaginaire correspond au tien? Est-ce que mon imaginaire, j'arrive à la resituer à quel endroit, dans quel ordre par rapport au groupe il se place? Et puis c'est un jeu dont j'utilise la version grand public en atelier, et la version plus 18 ans, je la présente parce qu'elle est chouette pour ramener à la maison ou entre copains, mais on ne l'utilise pas parce que c'est plus 18 ans et que les situations sont vraiment osées. Sauf que là, durant la pause, un groupe de personnes s'est beaucoup amusé avec, et à tel point qu'ils en avaient presque un petit peu perdu de vue qu'ils étaient dans la même pièce que leur responsable hiérarchique, N+1, N+2. Donc je me suis gentiment permis de rappeler que c'est peut-être pas le meilleur endroit pour Non, trop effectivement. se lâcher. Est-ce que tu as un dernier jeu que tu aimerais partager? Et typiquement, Seven Wonders, notamment la version duel, c'est un Ouais. jeu que j'aime énormément parce qu'il est génial. Et en plus de ça, il est très très utile en atelier parce qu'il y a 3 jeux Seven Wonders différents et les 3 proposent une mécanique de prise de décision différente. Et ça permet vraiment d'aller explorer des notions de prise de décision, de gestion des risques. Et ça, c'est génial d'avoir une progressivité dans la complexité de ces jeux. Ouais, là je pense qu'on parle d'un chef-d'œuvre pratiquement. Ouais. Ouais. On peut parler de chef-d'œuvre. Ouais. C'est élégant, c'est fin, et le fait qu'il en existe 3 et qu'ils permettent d'entrer dans l'univers de manière indolore, c'est du game design de génie. Est-ce qu'on peut peut-être rentrer un peu plus dans Seven Wonders? Tu utilises ces 3 jeux pour quel type de situation différente? Alors justement, pour sensibiliser à la notion de prise de décision, à la notion d'asymétrie de l'information, on commence à entrer dans de la théorie des jeux. Mhm. Et puis d'ailleurs, ça c'est des choses aussi, où peut-être pas Seven Wonders, mais il y a d'autres jeux qui permettent d'aller aborder des notions vraiment beaucoup plus spécifiques à l'économie. Mhm. Typiquement, il y a ce fameux jeu que j'aime bien qui s'appelle Quantitative Easing, Mhm. QE, assouplissement quantitatif en français, et puis c'est une pratique utilisée par les banques centrales pour réguler, normaliser un peu certaines situations des marchés, et qui est effectivement assez proche de ce qui peut se produire en réalité. Sauf que dans l'interaction, ça correspond quand même pas mal à faire du pari, à prendre des risques de manière moyennement assurée en fonction de ce que font les autres, qui eux aussi vont avoir tendance à prendre des risques, et il y a une surenchère de risques. On est dans la spéculation un peu, ou bien. Il y a de ça, Ok. qui est Je une vois le mécanique genre, de jeu d'ailleurs. Absolument, oui. Un jeu dangereux. Alors ouais, l'avantage du jeu de société, c'est qu'à la fin, on n'a pas réellement perdu d'argent ni gagné d'argent. Non, mais avec le Monopoly, on perd des amis. Possiblement. Moi, typiquement, ce qui m'intéresse beaucoup dans ces jeux, c'est notamment la coopération et le fait de travailler. Mhm. Ça veut dire quoi, coopérer? Eh ben oui. C'est vrai. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on ajoute cette fameuse incertitude sur la présence d'un traître ou sur la présence d'une mission qui n'est pas complètement convergente avec la nôtre
celle du groupe dans son ensemble. Et il y a un jeu récent qui s'appelle Inside the Jobs, qui est sorti, qui reprend la même mécanique de jeu que The Crew, donc elle est familière une fois qu'on a déjà joué une fois à The Crew, sauf qu'ils ajoutent justement un traître qui n'est pas vraiment un traître, il a juste une mission qui est différente. Lui, ce qu'il veut, c'est accumuler des mallettes. Il veut gagner pour sa pomme, et puis réussir les missions du groupe, c'est secondaire. Ce qui peut être vu comme un concurrent. Pas forcément, si la configuration s'aligne, mais selon la mission, ouais. Typiquement une situation de théorie des jeux. Ah ouais. Et puis, encore avant dans la complexité, on a Anabi, qui est un autre jeu coopératif extrêmement malin, extrêmement facile à amener. Ouais, il demande beaucoup de concentration. Qui demande par contre, alors il est très facile à prendre en main, par contre si on veut performer en tant que groupe, effectivement, il demande de la mémoire, de la coordination et d'être très, très engagé dans le moment. Oui, absolument. On a tous nos trucs, moi je retourne la carte quand on me dit un truc, je la mets de côté. Et là tu amènes exactement ce que j'aime amener en atelier, c'est quels sont les codes qu'on utilise pour se comprendre sans avoir à parler. Exactement, ouais. Non, c'est vrai qu'Anabi est un très grand jeu. C'est, je pense, le jeu que j'ai le plus joué en camping. C'est coopératif, on gagne tous ensemble ou on perd tous ensemble, et puis le panache avec lequel on gagne, la manière avec laquelle on arrive à performer, indique à quel point est-ce qu'on a réussi à être efficace, à se coordonner de manière habile. Et puis dès qu'on ajoute un nouveau joueur dans le groupe, il faut tout refaire. Ouais. Faut tout refaire, et puis c'est vrai. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de trouver quels sont les implicites de communication, d'indices qu'on arrive à se donner les uns les autres, pour qu'on ait peu besoin de parler tout en se comprenant. Et puis il y a toujours ce moment un peu implicite où on sait qu'on s'est tous compris, et que là ça déroule. La satisfaction de la performance accomplie. Exactement, moi j'avais une dernière question, c'est comment on peut te contacter si on a envie justement de proposer en fait ça à son chef, ou au contraire on est un responsable d'entreprise et on veut organiser ça pour son équipe. Alors sur LinkedIn, en principe, je suis assez facile à trouver vu que j'ai un nom qui est très long et très atypique, Francisco da Cruz Souza Martins. Et puis également, je travaille souvent avec Patrick Maillard et puis avec différents partenaires sur la région lausannoise. On peut aussi passer par ici même, Gestiform. Et puis possiblement, moi quand je conçois un atelier, si d'un coup j'ai besoin de renfort pour pouvoir le mettre en œuvre, j'aime bien m'entourer de gens et du coup ça peut être notamment la structure qui m'a contacté. Très bien. Est-ce que tu vas ajouter un dernier mot de la fin? Merci, c'était très chouette. Et on joue? On peut jouer, ouais. Je suis pour. Est-ce que peut-être